Les frontières de l'Union européenne. C'est un sujet qui est pile au cœur de notre programme d'AGGSP, mais c'est surtout un immense paradoxe. Pensez-y. D'un côté, on a ce rêve d'un espace de libre circulation, un continent sans barrières. Et de l'autre, on parle de plus en plus de contrôle, d'une forteresse Europe. Alors, ouverture ou fermeture? C'est la grande question qu'on va décrypter aujourd'hui. Regardez bien cette image. Ce n'est pas juste un pont, c'est la passerelle Mimram entre la France et l'Allemagne. Et elle symbolise vraiment tout le rêve européen. L'idée, c'était quoi? C'était d'effacer les vieilles cicatrices, les anciennes divisions, pour bâtir un espace de paix, de coopération. Voilà. C'est de là, de ce rêve, que tout part. Du coup, la question qui va nous guider tout au long de cette analyse, c'est celle-ci. Comment l'Union européenne fait-elle pour gérer cette contradiction permanente? Comment est-ce qu'on peut concilier cet idéal d'un espace totalement ouvert avec la nécessité bien réelle de contrôler et de sécuriser ses limites? Attention, ça c'est vraiment la problématique clé à comprendre et à maîtriser pour le bac. Alors voilà notre programme. D'abord, on va se pencher sur le rêve de Schengen, cette idée de frontières qui s'efface. Ensuite, on regardera la réalité en face, le durcissement sécuritaire. Après, on fera un zoom sur la coopération transfrontalière pour voir comment ça se passe concrètement. Et on terminera en essayant de redéfinir ce qu'est une frontière européenne aujourd'hui. Bien sûr, à la fin, il y a la petite fiche de révision spéciale bac. Allez, on y va. Première partie, donc, l'effacement des frontières, le rêve de Schengen. On va plonger ensemble dans cet idéal d'une Europe où on peut circuler librement sans s'arrêter. Bon, l'espace Schengen, c'est vraiment le cœur de ce rêve. C'est quoi exactement? C'est cette zone où 25 pays membres ont dit stop au contrôle à leurs frontières intérieures. Mais, et là attention, c'est un point super important pour le bac, il ne faut surtout pas confondre espace Schengen et Union européenne. Ce n'est pas la même chose. Prenez l'Irlande, elle est bien dans l'UE, mais pas dans Schengen. C'est un détail qui a toute son importance. Et pour bien se rendre compte de ce que ça représente, ce chiffre est assez parlant. 3,5 millions. C'est le nombre de personnes qui, chaque jour, traversent une frontière à l'intérieur de l'espace Schengen. Chaque jour. Pour donner une idée, c'est comme si toute la population de Berlin décidait de passer dans un pays voisin tous les jours. Ça montre bien que ce n'est pas juste une idée abstraite, c'est une réalité vécue par des millions de gens. Souvent, on imagine les frontières comme des zones un peu perdues, des périphéries. Eh bien, en Europe, c'est tout le contraire. Ce sont de vrais cœurs battants, jugés plutôt. 150 millions de personnes y vivent. C'est quasiment un tiers de la population de l'Union. La vie transfrontalière, finalement, ce n'est pas du tout une exception. C'est devenu la norme pour énormément de monde. Et la France, dans tout ça, est en première ligne. C'est même le pays qui a le plus de travailleurs frontaliers de toute l'UE, quasiment un demi-million de personnes. Pour tous ces gens, passer la frontière le matin pour aller au travail, c'est aussi normal que de prendre le métro ou le bus. La frontière, ce n'est plus du tout une barrière, c'est juste une partie du trajet quotidien. Ok, donc on a ce rêve d'ouverture. Mais, car il y a un mais, ce rêve se heurte à une réalité beaucoup plus compliquée. On passe donc à notre deuxième partie, le durcissement des frontières. On va maintenant regarder l'autre face de la pièce, celle de la sécurité, du contrôle. Clairement, ce modèle de frontières ouvertes, aujourd'hui, il est sous pression. La crise du Covid a été un véritable électrochoc, on s'en souvient tous, avec des frontières qui se sont refermées d'un coup, mais en vérité, les fissures dans le système Schengen, elles existaient déjà bien avant. Alors, c'est quoi ces pressions? D'abord, il y a la question migratoire, qui se concentre surtout aux frontières extérieures de l'Union. Mais il y a aussi des menaces internes, la criminalité organisée par exemple, qui joue sur l'absence de contrôle pour les trafics de drogue ou d'êtres humains. Et puis bien sûr, il y a la menace terroriste. Face à tout ça, les États se sentent obligés d'agir, de renforcer les contrôles. Et là, on touche à une contradiction flagrante. Le principe de base de Schengen, c'est pas de contrôle aux frontières entre les pays membres. C'est la règle. Pourtant, dans les faits, depuis 2023, des pays comme l'Allemagne, la France ou l'Italie ont rétabli des contrôles à certaines de leurs frontières. Donc ce qui était censé être la règle devient de plus en plus l'exception. C'est un vrai retournement de situation. Alors, troisième partie, on a vu le rêve d'un côté et la réalité sécuritaire de l'autre. Mais au milieu de tout ça, comment ça se passe concrètement, au jour le jour, sur le terrain? On va faire un zoom sur la coopération transfrontalière. Cette phrase du Parlement européen, elle est parfaite pour résumer l'idée. Les régions frontalières sont des laboratoires vivants de l'intégration européenne. Pourquoi des laboratoires? Eh bien tout simplement parce que c'est là, sur le terrain, qu'on expérimente, qu'on teste des solutions pour que l'Europe fonctionne au quotidien. C'est là qu'on invente un peu l'Europe de demain. Un exemple très concret pour illustrer ça, le traité d'Aix-la-Chapelle signé en 2019 entre la France et l'Allemagne. L'objectif, c'était simple, faire sauter les verrous administratifs qui bloquent les projets transfrontaliers. Comment? En donnant plus de pouvoir et de moyens aux acteurs locaux. Un résultat direct? On a créé un cadre juridique pour l'apprentissage transfrontalier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un jeune Français peut faire son apprentissage en Allemagne ou l'inverse, de manière beaucoup plus simple et sécurisée. Et cette coopération, on la retrouve vraiment partout dans le quotidien. Par exemple dans la santé, avec l'hôpital de Cerdagne, qui est géré à la fois par la France et l'Espagne.
Côté sécurité, on a des brigades de police mixtes, franco-italiennes par exemple, qui patrouillent ensemble. Et puis des transports, bien sûr, avec des lignes de bus ou de trams qui traversent la frontière comme si de rien n'était. Le but de tout ça, c'est de sortir de l'idée de la frontière comme une ligne qui sépare pour créer de vrais bassins de vie communs. Bon, on arrive à la conclusion. Après tout ce qu'on vient de voir, la grande question c'est, au final, comment on définit une frontière européenne aujourd'hui? Eh bien, la réponse n'est pas si simple qu'on pourrait le croire. Voilà le point absolument essentiel à retenir de tout ça. La frontière européenne ne disparaît pas, elle se transforme. Ce n'est plus juste une ligne sur une carte qui sépare deux pays, c'est devenu un espace complexe où il ne s'agit plus seulement de contrôler, mais où il faut coopérer pour gérer ensemble les flux. En fait, il faut voir la gestion des frontières comme un puzzle à plusieurs niveaux. Tout en bas, on a le niveau local, avec des projets très concrets pour la vie de tous les jours. Juste au-dessus, il y a le niveau national, celui des États, avec des traités comme celui d'Aix-la-Chapelle. Et tout en haut, on a le niveau de l'Union européenne, qui donne le cadre général, les lois et l'argent. C'est vraiment l'emboîtement de ces trois niveaux qui fait que le système tient. Allez, on attaque la dernière ligne droite. On se met en mode révision intensif pour le bac. C'est le moment de bien noter l'essentiel. 4 notions clés à avoir en tête. Premièrement, la frontière. Il faut la penser non pas comme une ligne, mais comme une interface, une zone d'échange. Deuxièmement, l'espace Schengen, bien sûr. Troisièmement, la coopération transfrontalière. Et enfin, le GECT, ce sigle un peu barbare, c'est juste l'outil juridique qui permet à deux communes de pays différents de gérer un projet commun, comme un hôpital ou un tram. Pour les dates et les acteurs, on peut retenir une petite chronologie simple. 1990, le rêve Schengen démarre. 2019, la coopération se renforce avec l'exemple du traité franco-allemand. 2023, la réalité sécuritaire prend le dessus avec le retour des contrôles. Et pour les acteurs, c'est simple, il y a 3 étages, l'UE, les États et les collectivités locales. Et pour finir, quelques conseils pour la copie le jour J. Le plus important, analysez toujours la double logique, ouverture et fermeture. C'est cette nuance qui va rapporter des points. N'hésitez pas à utiliser des exemples précis. Et attention aux 2 erreurs classiques à éviter. 1. Confondre UE et espace Schengen. Et 2. Penser la frontière comme une simple ligne. On l'a vu, c'est bien plus complexe. On finit donc avec cette question qui résume tout. Une frontière, est-ce que ça se sépare ou est-ce que ça connecte? L'exemple européen nous montre que la réponse, c'est les deux. C'est devenu cette chose étrange, une interface, un espace qui est à la fois partagé et contrôlé. Et c'est justement cette tension permanente qui définit la frontière européenne aujourd'hui. Voilà, merci d'avoir suivi ce décryptage et surtout, bonne révision.